J'ai envie de parler avec vous sur le corps qui est le fondement, la base de tout travail intérieur digne de ce nom. C'est vraiment la base, c'est comme une maison en fait. Quand on construit une maison, on s'occupe d'abord des bonnes fondations. Si on n'a pas une bonne base, une bonne fondation, la maison, elle va s'écrouler. Et donc, du coup, le travail intérieur, s'il n'y a pas un travail sur le corps, le travail ne sera pas complet et pourra apporter des illusions. Ça sera un travail bancal. Et donc du coup, en fait, je voudrais que ça soit, après on verra si ça vous intéresse, s'il y a d'autres personnes intéressées, etc. Je voudrais que ce soit un cycle, en fait, vous proposer plusieurs rencontres dans l'année pour approfondir davantage. Donc là, on commence par le corps et puis après on verra, en vous préparant cette rencontre, l'idée m'est venue de faire une deuxième rencontre sur la respiration, par exemple, qui est aussi quelque chose de très 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 important dans ce travail de se retrouver dans son unité, dans son entièreté. Donc moi je suis Zara Chouitard, j'ai été enseignante d'italien, je suis une grande amoureuse de l'Italie et de l'italien, mais je suis aussi une grande amoureuse de la connaissance de soi. J'ai fait tout un travail en psychanalyse, ça a duré 10 ans, donc c'était en France. Et ce qui me motivait, la motivation première, c'était, j'avais un seuil très réduit de tolérance à la souffrance. On vit tous, l'humanité entière, les êtres humains, tous, il n'y a aucune exception, on est tous touchés par la souffrance, on est tous des êtres souffrants. Mais moi et d'autres personnes, mon seuil était vraiment très réduit et donc du coup c'est ça qui m'a motivée à chercher des solutions. Donc je l'ai trouvé pendant un temps dans la psychanalyse, donc ça a duré 10 ans parce que ça m'apportait, c'était utile à cette période-là pour moi. Et ensuite la vie, c'est pas moi vraiment qui ai cherché. J'ai suivi mon cœur, je suis partie vivre en Italie et en Italie j'ai rencontré, donc tu peux mettre la première slide, j'ai rencontré Pino Ferroni, mon maître de vie, mon maître spirituel. Je ne savais pas du tout où je mettais les pieds quand je l'ai rencontré et il est plus là, hein, il nous a quittés en 2018 et il avait une école à Parme de naturopathie humaniste et de travail sur le corps. Mais il ne se contentait pas de proposer qu'un simple travail sur le corps. Il y avait un travail sur le corps, mais sur aussi le psychisme, et qui conduisait à l'ouverture à la spiritualité, la véritable spiritualité. Donc là, je suis vraiment très fière de vous le présenter parce que ça a été la rencontre de ma vie, vraiment une rencontre d'une profondeur incroyable, d'une puissance incroyable. Et j'ai choisi de mettre, j'aurais pu mettre une de ses phrases parce qu'il a dit des phrases d'une sagesse inouïe qui restent ancrées en moi, qui sont inscrites en moi. Et ce qui est venu, en fait, ce qui m'est venu, ce que j'avais envie de vous offrir, c'est un chapitre du Tao Te Ching de Lao Tse. Donc c'est un sage chinois qui est à l'origine du taoïsme. Donc son œuvre date d'il y a plus de 2500 ans. Et le chapitre 70, donc je vais vous le lire, c'est pas tout le chapitre qui m'intéresse, c'est une partie en fait qui m'a toujours émue quand il l'a cité ou quand il la lisait, et ensuite je vous expliquerai pourquoi, qui expliquera en fait la relation que j'ai eue avec lui et le travail que j'ai fait avec lui. Mes paroles si faciles à comprendre, si faciles à mettre en pratique, personne ne les comprend, personne ne les pratique. Ces paroles ont un ancêtre, cette pratique a un Seigneur. On ignore l'un comme l'autre, alors moi aussi on m'ignore. Si peu me connaissent, qui me suit en devient estimable. C'est ainsi que les saints, vêtus de grosses toiles, cachaient en eux un jade. Ce qui m'intéresse, c'est ainsi que les saints, vêtus de grosses toiles, cachaient en eux un jade. Et en fait, cet homme, Pino Ferroni, quand je l'ai rencontré, j'ai vu un être ordinaire, très ordinaire. Il était toujours vêtu de la même manière, c'est-à-dire en jean. Il précisait bien qu'il avait plusieurs tenues identiques qui se changeaient, que ça lui arrivait de se changer. Il était tout le temps en jean et en chemise de jean. Là, il est un peu plus élégant parce qu'il recevait les élèves des États-Unis, les élèves américains, parce qu'il y a une école qui a été ouverte aux États-Unis. Et ce qui m'a bouleversée, c'est sa bonté. Il émanait en fait, il était ordinaire et il avait une manière de regarder les personnes,
une manière de parler aux personnes. C'était une bonté extraordinaire que j'ai rencontrée chez très très peu de personnes. Donc ça, moi, je ne savais pas du tout où je mettais les pieds, j'étais juste bouleversée et stupéfaite. Parce que j'avais un désir qui m'a toujours motivée, je recherchais la bonté du cœur, je recherchais des choses que je ne trouvais nulle part. Je rencontre cet être, je vois ça, et puis ensuite il y a eu beaucoup d'autres choses qui m'a amenée jusqu'à l'appeler maître. Maître, ça ne nous plaît pas en France. Et ça ne me plaisait pas du tout à moi non plus. Quand j'étais enseignante, j'étais militante libertaire anarchiste. Donc le slogan « ni Dieu ni maître », c'était mon slogan, il l'est toujours d'ailleurs. C'est « ni Dieu ni maître » avec un D minuscule et un M minuscule. Et donc cet être-là, quand j'ai dit « mais c'est un maître », c'est quand j'ai vu en fait sa grandeur du cœur et sa grandeur d'esprit. Immense, l'immensité même. Donc, je me suis arrêtée à Parme et je me suis formée avec lui, j'ai fait un travail intérieur avec lui. Et lui, il s'est formé lui-même donc aux États-Unis, d'abord avec la bioénergétique, avec William Reich, pas avec William Reich, mais qui est issu de William Reich, et surtout de Alexander Lowen, qui a créé en 1956, il me semble, à Los Angeles, l'Institut de bioénergétique. Et donc, lui, il a fait son travail bioénergétique aux États-Unis, et ensuite, il a approfondi son travail avec des maîtres taoïstes qui ont fui le régime de Mao de Chine, qui sont allés en exil aux États-Unis. Et donc, il a fait un travail avec la bioénergétique occidentale et avec l'énergétique chinoise. Et de là, il est retourné, son maître, il nous avait raconté, son maître taoïste chinois lui avait dit « Maintenant que tu as terminé ton travail intérieur, retourne chez toi et crée une méthode pour aider les gens à découvrir qui ils sont, à se réaliser, etc. » Il est rentré en Italie, il n'est pas rentré chez lui à Gênes, mais à Parme, et il a créé le biomassage énergétique et toutes les disciplines que moi j'ai appris en fait avec lui, que j'ai pratiqué avec lui et que j'offre à Saint-Julien-en-Genevois et à Genève. Et donc, William Reich, juste pour vous faire en fait un historique d'où ça vient ce travail sur le corps, William Reich, c'était un élève de Freud, qui est devenu son collaborateur, son ami et son collaborateur, et qui à un moment donné a eu des intuitions, il les a partagées avec Freud, et ces intuitions qu'il a mis ensuite en pratique, hein, et ça nous a amené jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que je suis en train de partager avec vous. Il a eu l'intuition que les conflits infantiles qu'on a dans le psychisme avait une résonance également dans le corps. Et qu'en agissant que sur le psychisme, on ne résolvait pas, on ne guérissait pas, on ne sortait pas des conflits infantiles. Et que donc il fallait agir sur le corps pour pouvoir obtenir une guérison totale. Et ça, Freud, on le sait, dans la psychanalyse, c'est un énorme tabou de parler du corps, de toucher le corps en psychanalyse, avec toute la sexualité qu'il y a derrière, etc. Et donc, du coup, il a été exclu de l'école freudienne. Et il a poursuivi ses recherches, ses travaux, etc. Il a eu la vie très dure, on l'a mis en prison, il est mort en prison, etc. Mais par contre, il a eu un élève, plusieurs élèves même, dont Alexander Lowen, qui, lui, a poursuivi ses recherches et ses travaux en créant l'Institut de bioénergétique à Los Angeles. Il a d'ailleurs vécu à Genève, il a pratiqué aussi à Genève, c'était un médecin. Je vous en parlerai un peu plus avant. Et donc le travail de William Reich est poursuivi par Alexander Lowen, par Pino Ferroni et par moi aujourd'hui, et puis par plein d'autres. C'est que la rigidité qu'on a, les blocages qu'on a au niveau psychique, ce dont je me suis occupée en psychanalyse, moi, personnellement, ils ont leur résonance dans le corps. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par... On arrive au monde, à la naissance, le nouveau-né est ouvert, est complètement souple et ouvert. Ouvert à l'amour, ouvert à la joie, ouvert à la vie. Mais face à l'éducation de parents, d'une société qui, elle, est conditionnée, qui, elle, n'est pas libérée,
n'est pas consciente et, comme disait le Bouddha, dans l'inconscience, dans l'ignorance de qui elle est vraiment, ne lui donne pas ce dont il a besoin. Et instinctivement, un bébé, il sait ce dont il a besoin. Il sait qu'il a besoin d'offrir cet amour inconditionnel qu'il a, et il sait instinctivement qu'il a besoin de recevoir cet amour inconditionnel. Il y a eu des recherches, il y a Montagu par exemple, des recherches scientifiques qui démontrent qu'un bébé, ils ont fait ça avec des singes, mais aussi dans un orphelinat en Roumanie peut-être que je vous dis des erreurs, mais voilà, dans un orphelinat où les bébés, si on leur donnait pas à manger ou à boire, survivaient, mais par contre, si on les touchait pas, ils se laissaient mourir. Et les expériences avec les singes, c'est la même chose. Avec les singes, on leur présentait une peluche avec sans biberon, une peluche avec la matière de la peluche, donc du coup chaud, doux, etc. Et des squelettes en fil de fer, avec un biberon. Les singes bébés choisissaient la peluche. Donc choisissaient la chaleur, la douceur, vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, ce sont ces intuitions-là qui ont apporté ce travail-là. Moi, le travail que j'ai fait donc en biomassage énergétique, ça a été vraiment ça m'a permis de me transformer. La psychanalyse m'a apporté énormément, m'a apporté une conscience de moi, mais ne m'a pas transformée. Elle m'a emmenée sur un seuil, en fait. Ce que j'ai compris, résolu au niveau mental, mon corps, en fait, il suivait pas. Et le corps, donc je vais juste vous expliquer pourquoi le choix de ce titre, retrouver son corps, retrouver sa joie. Comme je vous le disais par rapport au nouveau-né, c'est une question de retrouver, on l'a déjà eu. D'accord? C'est qu'on l'a perdu en fait. Donc c'est vraiment un retour, c'est un travail de retour en arrière. Et le corps, c'est quelque chose de matériel, de physique, de tangible. D'accord? On le voit. Mais par contre, on ne l'habite pas. La joie, c'est quelque chose d'immatériel, c'est une émotion, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Mais par contre, c'est grâce au corps qu'on peut l'éprouver, qu'on peut la vivre. Si on n'est pas connecté à notre corps, si on n'habite pas notre corps, on peut dire qu'on vit des émotions, mais ce ne sont pas des émotions complètes. Si le corps ne participe pas, on ne vit pas réellement ces émotions-là, on les imagine. Et ça n'a rien à voir avec le vivre les émotions à travers le corps. Et donc William Reich a théorisé le concept de la cuirasse musculaire et de la cuirasse caractérielle. Donc, ces tensions qu'on met, donc du coup, en fait, ces refus qu'on reçoit, ces besoins qui ne sont pas satisfaits, etc., l'enfant, pour s'adapter à son environnement, pour être accepté par ses parents, pour être aimé par ses parents, il va trahir sa nature première. Et donc, il va en fait, un bébé par exemple qui va pleurer parce qu'il a besoin qu'on le prenne dans ses bras. Et sa maman, je veux dire, on n'a pas besoin de vivre des traumatismes scandaleux, hein, des choses extraordinaires. Mais comme je vous dis tout à l'heure, ce sont en fait des manques de petites attentions. Et c'est les plus difficiles à détecter parce qu'on n'a pas vu qu'il y a eu des grands traumatismes. On a eu plutôt des parents attentionnés, des parents aimants, etc. Mais pourtant on souffre, pourtant on se sent pas dans la joie, on n'est pas heureux. D'accord? Et en fait, ces tensions, donc ces émotions qu'on réprime, ces besoins qu'on réprime, on a un besoin d'être pris dans les bras, on a un besoin d'être caressé, on a un besoin de se sentir aimé, on a un besoin par exemple aussi d'être... La manière dont la mère va tenir le bébé, si elle est calme, elle est ancrée, elle est sereine, elle va le tenir d'une manière ferme et l'enfant va sentir la sécurité, va sentir l'amour, etc. La mère, si elle est angoissée, si elle est pas ancrée, si elle est, j'en sais rien moi, avec ses bagages à elle, avec ses casseroles à elle, l'enfant va le sentir. Et donc du coup, il va créer ces tensions-là. Et toutes ces tensions-là, il y en a plein qui se forment en nous. C'est ce qui forme, donc ce qu'a dit William Reich, la cuirasse musculaire. Et de ces tensions musculaires va se créer un caractère que Alexander Lowen va appeler en fait la première nature. Donc c'est qui nous sommes vraiment.
Et la seconde nature, c'est ce qu'on va rajouter à cette première nature parce qu'on va croire qu'elle n'est pas acceptable, qu'elle ne va pas bien. Et donc, du coup, on va rajouter une seconde nature qui va nous éloigner de qui nous sommes vraiment, et de là vient le mal-être, la souffrance. Et tout le travail, ça va être de prendre conscience de cette seconde nature qui n'est pas ce que nous sommes, et de redécouvrir qui nous sommes vraiment. Et là, on retrouve les joies de l'enfant qu'on a été. On retrouve, moi avec le biomassage énergétique, quand je vous parlais de retrouver la joie, j'ai retrouvé par exemple, et je ne suis pas la seule, on était très nombreux à faire cette formation, à retrouver les sensations qu'on a bébé. Sauf que quand on est bébé, on n'est pas conscient. Par exemple, ressentir la brise sur la peau et tout le corps vibre, naturellement, spontanément. Quelqu'un dit quelque chose de profond qui sort du cœur et mon corps vibre et je suis dans une joie constante. Là, en préparant cette rencontre, j'étais dans une joie infinie. Mais ça n'a rien à voir avec la joie qui provient de la seconde nature. Je vous en parlerai plus avant. On va essayer de suivre les slides pour pas que je parte dans tous les sens. Tu peux mettre... Donc là, ça va être des images un petit peu peut-être choquantes. Ce que je vous disais donc tout à l'heure, j'ai trouvé ces images qui m'ont parlé. Un enfant, par exemple, maltraité, mais il peut être maltraité de plein de manières différentes, hein, pas forcément que physique. Ça peut être aussi psychologique, je vous donnerai un exemple après. Là, dans ce cas-là, c'est une maltraitance physique, mais ça peut être aussi limitative, ça peut être aussi des parents, la maman poule, les parents très enfermants, les parents un peu... Et donc, ce sont des traces qu'on ne voit pas à l'œil nu. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la mémoire corporelle. Le corps, quand on fait un travail sur le corps ne ment pas. Le mental nous raconte ce qu'il veut. La mémoire du mental, elle peut être déformée, il y a des choses qui peuvent avoir été oubliées, des choses qui ont été rajoutées, etc. Le mental, c'est un vagabond. Donc faire juste un travail sur le mental, c'est pas complet, c'est pas satisfaisant. Le mental, il vit dans le passé, dans le futur, dans l'irréel en réalité. Le corps, il est ancré dans le présent. Et dans le corps, dans notre corps est inscrit notre vécu, notre histoire. D'accord ? Et quand on réactive, donc, nous, on l'a refoulé. Comme on a refoulé les choses psychiques, on a refoulé aussi les tensions physiques. Moi, quand j'ai des personnes en parcours individuel, donc le biomassage énergétique consiste à appliquer des pressions sur la cuirasse musculaire, justement. Et moi, je sens les tensions. Et ensuite, il y a un partage verbal. Je demande à la personne, après le travail corporel, de me dire son ressenti, ce qu'elle a vécu. Et en fait, ça me permet de vérifier si elle a senti la même chose que moi, là où elle a des tensions. Et en général, au départ, là où je sens des tensions, la personne ne sent rien, elle se sent bien. Par contre, elle va sentir des douleurs dans des endroits où c'est un peu plus détendu. Parce que son cerveau est relié à cette zone-là, puisqu'elle sent la douleur. Donc du coup, son cerveau sait qu'il y a un dysfonctionnement. Alors que là où moi je sens une grosse tension, elle sent rien, la tension, elle est refoulée. Exactement comme le refoulement psychique. Et donc tout le travail, ça va être de faire émerger cette mémoire corporelle pour pouvoir la dépasser, pour pouvoir l'élaborer, pour pouvoir la transformer et se libérer du passé du coup, parce que tant qu'on a cette mémoire corporelle, on n'est pas libéré du passé. Même si on ne s'en souvient pas, même ces zones en fait qu'on a refoulées, on ne sent pas les tensions, elles agissent, elles nous manipulent à notre insu. On a des réactions, quand on parle de cuirasse caractérielle, ce sont ces réactions qu'on ne sait pas s'expliquer. On se met en colère pour un oui ou pour un rien, on réagit en fait, on n'agit pas, on est dans la réaction. Et c'est quelque chose qui nous manipule. Eckhart Tolle, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un grand maître réalisé contemporain. Lui, il a parlé, donc il a écrit plein de livres à succès, dont Le pouvoir du moment présent. Donc il parle du corps dans ce livre-là. Et il parle du corps de douleur. Donc William Reich a parlé de la cuirasse musculaire et caractérielle, et Eckhart Tolle en parle comme le corps de douleur. C'est notre mémoire du passé. Les bouddhistes vont peut-être parler de karma. D'accord ? Donc c'est des choses en fait qu'on se trimballe de cette vie, les bouddhistes vont dire d'autres vies aussi. Mais en général, des autres vies, on le revit encore dans l'enfance pour pouvoir l'élaborer. On est là pour réaliser notre seconde nature,
prendre conscience que cette seconde nature, c'est pas nous, et découvrir qui on est. C'est très simple en fait, sauf que pour y arriver, il y a plein de défenses. Donc du coup, c'est un travail qui se fait de manière... La voie de l'eau, disent les taoïstes, c'est vraiment avec souplesse. On y va et de manière progressive. Le travail sur le corps se fait de manière très très progressive, et à la différence du travail uniquement mental, on est dans du réel, dans du concret. Donc quand une émotion ressurgit, elle est réelle. Et la deuxième image que j'ai trouvée qui m'a parlé, c'est symboliquement les ailes coupées. On est tous concernés par ça. On arrive avec des talents, avec quelque chose à réaliser, sans exception. On est tous là avec des choses à réaliser. On a tous des talents particuliers. Et c'est pas forcément être des génies, des Picasso, des Beethoven, c'est peut-être être simplement maman, c'est peut-être être simplement quelqu'un qui nettoie la salle de la rande, ça peut être simplement quelqu'un qui fait de l'informatique chez Rolex. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais par contre, il faut que ça soit notre talent à nous et pas un talent qu'on nous a dit qu'il fallait faire. Les parents, il faut que tu sois médecin, il faut que tu sois prof, il faut que tu sois je sais pas quoi. Et nous, on suit une voie. Tu peux mettre, s'il te plaît, tu peux mettre, s'il te plaît, un schéma que j'ai fait, la voie. Parce que du coup, ça... Là, celle-ci. Celle-ci. Ça, c'est une intuition que j'ai eue hier. Et je me suis dit, je vais leur offrir. On est... Ça bouge le téléphone, c'est pas grave, je vais rectifier. On a notre voix. Quand on arrive au monde, si on avait des parents conscients, et personne n'en a, à part d'être des enfants de Bouddha ou de Lao Tse. Mais c'est ça qui est enthousiasmant, c'est un jeu. Donc quand on arrive au monde, si on a des parents éclairés, conscients, on va suivre cette voie-là, c'est notre voie. On est là pour être cuistot, on est là pour être boulanger, on est là, c'est notre voie. Et on va le faire avec le cœur, avec amour, avec joie, et on sera heureux, on sera dans la joie de faire, avec entrain, etc. C'est ce que j'ai appelé la voie de la réalisation et la voie de la joie. Et le corps participe dans cette voie-là. Le corps, il n'est pas mis de côté. Par contre, avec notre éducation, pas seulement des parents, il y a aussi l'école, la société, etc. On est bombardé de conditionnements. Et à nous d'avoir le réflexe de se rendre compte qu'on est conditionné, qu'on est prisonnier, et de chercher les vraies réponses, de chercher des solutions, parce qu'elles existent. Il y a de plus en plus de maîtres réalisés qui offrent leur enseignement très généreusement. Donc c'est à nous. Après, c'est où on cherche pas. C'est pas le moment, on n'est pas prêt. Et donc si on a des parents inconscients comme on a tous, on va aller sur la voie de la vie conditionnée, et donc du coup c'est la voie de la souffrance. Et vous voyez, en fait, on est dévié. On n'est pas dans notre verticalité, on n'est pas dans notre voie, la voie du Tao, il y en a qui l'appellent, on est dans la voie qui nous éloigne de qui on est vraiment. Ça serait en fait la voie de la première nature, de notre nature profonde, notre nature authentique, et la voie de la seconde nature. On peut l'appeler avec d'autres termes, en fait, le soi, qui on est vraiment, et l'ego, la voie de l'ego. Et la majorité de la société, tout le monde, est manipulé et guidé par l'ego. Les choix qui se font, c'est l'ego, c'est la seconde nature. D'où les conflits, le bordel ambiant, la souffrance extrême, la peur ambiante. D'accord ? Donc on revient s'il te plaît à Reich. Voilà. Reich, donc les ailes coupées, on peut les retrouver. On va les retrouver à la fin de la conférence. Reich a théorisé les 7 segments des tensions. Parce que, en fait, en fonction de ce qu'on vit, les tensions, elles se localisent à certains endroits du corps, très spécifiques. Donc du coup, elles peuvent être localisables. Et ils ont mis en place des exercices
Alexander Lowen aussi, eux, ils font pas de massage. C'était en fait des psychanalystes qui recevaient leurs patients en cabinet et qui leur appliquaient des pressions pour les faire, par exemple des pressions sur le cou, des pressions sur la poitrine, sur le thorax, les épaules, pour leur permettre d'amplifier leur respiration. Parce que le lien, c'est pour ça que je vous propose une autre rencontre sur la respiration. Notre monde émotionnel se trouve dans le ventre. Et en fait, tout le monde, on a le diaphragme qui est contracté. Et le diaphragme est contracté tout simplement pour diminuer la respiration. Parce que si je respire, je sens le monde émotionnel. Donc du coup, quand on détend, quand on fait un travail pour assouplir le diaphragme, il faut y aller de manière très progressive, parce que sinon on pourrait se prendre tout notre monde émotionnel qu'on a refoulé dans la figure. Il y a par exemple des kinés qui sont formés à manipuler et à travailler sur ces tensions-là, mais qui n'ont pas la formation sur l'émotionnel. Et moi, ça m'est arrivé d'ailleurs, avant de faire ce travail-là, j'ai eu plein de soucis avec des séances de kiné, où en fait, ils vont détendre ce diaphragme et on va se prendre une charge émotionnelle très importante, et il n'y a personne en face pour accueillir et pour nous accompagner dans ce travail-là. Donc du coup, on recrée les tensions, et elles deviennent même plus fortes. D'accord ? Donc je vais simplement vous lire ce qu'a dit Alexander Lowen dans son dernier livre. Il a écrit énormément de livres qu'on a du mal à trouver parce qu'on les réédite plus, peut-être que ça viendra. Ce qui est étrange, c'est qu'il est réédité en Italie sans aucun souci, et en France, j'ai eu beaucoup de mal à trouver ces livres. Donc les enfants, ça va reprendre un peu ce que je vous ai dit jusque-là, les enfants sont tous en état de grâce à leur naissance, avec un corps et un psychisme parfaitement accordés à leur environnement. Donc il précise bien psyché et corps, d'accord? Et ils sont en contact avec la nature. Parce que si on n'est pas en contact avec notre corps, on n'est pas en contact avec la nature aussi. C'est pour ça qu'on la maltraite, qu'on fait tous les dégâts qu'on est en train de faire. On est séparé de la nature. Mais cet équilibre se rompt bien souvent dans les années à cause des restrictions et des contraintes imposées par les parents et la société. Si ces ruptures sont graves, elles provoquent chez l'enfant grandissant des désordres physiques et psychiques plus ou moins importants. Les blocages risquent de se former en certains endroits du corps qui deviennent rigides à cause des tensions et que l'on peut localiser à l'aide de certains exercices en les éliminant et en rétablissant ainsi la libre circulation énergétique. Parce que c'est ça en fait qui se passe. Ces tensions, ces blocages bloquent la circulation de l'énergie. William Reich l'a appelé orgone. Alexander Lowen l'a appelé bioénergie. Les Chinois, depuis plus de 5000 ans, l'ont appelé le Qi, Qigong, le Qi. Et en fait, le travail d'acupuncture, de Qigong, etc., c'est la même chose, en fait. Depuis 5000 ans, ils le font en Chine. C'est débloquer ces tensions pour que l'énergie circule. Tout à l'heure, on parlait de la peur par rapport à l'essence. Moi, je sens beaucoup aussi l'angoisse par rapport à l'augmentation des factures d'EDF, de chauffage. Pino Ferroni nous disait tout le temps au début que nous étions des radiateurs ambulants. Et moi, je le confirme, je vous le dis, nous sommes des radiateurs ambulants. En fait, quand les blocages sont éliminés, l'énergie circule librement dans le corps et on est chaud. Quand on est tendu, on est froid, il n'y a rien qui circule. Vous voyez ce que je veux dire? Et Pino Ferroni disait aussi, et je confirme, qu'on a un champ énergétique autour de nous, tous, on est tous avec un champ énergétique. On ne s'en occupe pas en Occident parce qu'on ne le voit pas. Aujourd'hui, on commence à s'y intéresser. Et en fait, ce champ énergétique, il y en a qui l'appellent l'aura. Mais en fait, ce que j'ai aimé dans cette formation avec Pino Ferroni, c'est qu'il a complètement éliminé tout ce qui venait de la New Age, toute la pseudo-spiritualité. Sa formation, en fait, il venait de l'école de la réalité complète. Et l'école de la réalité complète, donc chinoise, elle a repris les textes des sages, des anciens, comme Lao Tse, le Zhuangzi ou le Chuang-Tzu, on va en parler ce soir, le Wananzi, et ils les ont épurés.
Ils ont enlevé tout ce qui avait été à rajouter comme spiritisme, magie, mais pas la magie dans le bon sens du terme. Tout ce qui appartenait en fait au folklore et aux élucubrations du mental. Et qui c'est qui peut faire ça? On est en train de le faire avec le Coran, on le fait aussi avec le message de Jésus, etc. Qui c'est qui peut faire ce genre de travail-là? Ce sont des êtres qui ont réalisé leur nature profonde, comme l'ont réalisé ces personnes qui ont écrit ces textes-là, qui ont ensuite été interprétés par un petit mental qui n'avait pas fait ce chemin-là, qui n'avait pas eu cette réalisation-là. Donc tout ça pour vous dire que lui, il parlait en fait de champ énergétique, et que ce champ énergétique, par rapport à notre vécu, etc., il était aussi pollué, si je peux me permettre ce terme-là, qui n'est pas correct. Et qu'en fait, le travail, c'est de purifier. Donc le travail sur le corps, c'est une purification. Purification de tout ce qu'on a mis en fait de notre passé. Mais par contre, j'insiste sur le fait que il n'y a rien de sale et il n'y a rien de contaminant, ou il n'y a rien, parce que j'ai entendu des horreurs depuis que je suis revenue en France. Par exemple, à Saint-Julien-en-Genevois, et je l'assume complètement, hein, les personnes qui verront peut-être la vidéo vont se reconnaître, etc. Je l'assume complètement. J'ai visité des cabinets pour louer, des cabinets pour avoir des personnes en parcours individuel, et j'ai eu des thérapeutes qui m'ont dit, et donc du coup, j'ai pas du tout loué chez eux, j'en ai eu 2 ou 3, qui m'ont parlé de patients. Donc déjà, nous, on n'utilise pas le terme patient, mais personne. Des patients qui viennent avec leur miasme, qui viennent avec leur énergie perverse, et que du coup, il faut purifier la salle après la venue de la personne, ou avoir un rituel pour se laver les mains après avoir touché la personne, pour s'enlever l'énergie perverse, mais avec énormément de dégoût, de mépris, etc. J'ai été choquée, j'avais jamais entendu parler de ce genre de choses durant ma formation avec Pino Ferroni et tous ses collaborateurs. Et il était encore vivant, donc je faisais encore des allers-retours à Parme. Je suis allée un week-end et je lui ai posé la question. Et là, j'en ai des frissons en le partageant avec vous, parce qu'il faut aussi faire attention à qui on va voir. Et sa réponse a été: Zahra, comment veux-tu qu'une personne qui vienne te voir parce qu'elle a besoin de ton aide pour se retrouver puisse se sentir complètement accueillie si inconsciemment, toi, tu penses qu'elle a quelque chose de polluant ou de mauvais qu'elle pourrait te transmettre. Parce qu'inconsciemment, on sent les choses. Donc du coup, j'imagine, moi, ces thérapeutes-là, les personnes qui vont les voir, parce que quand on va voir un thérapeute, c'est qu'on a des blessures. Il y a le petit enfant, la petite fille blessée en nous qui va la voir, et qui est dans la culpabilité, et quand on va voir un thérapeute, il y a cette projection du parent. Et donc, du coup, le travail qui se fait avec ce genre de thérapeute, c'est que ce n'est que renforcer les blessures. Si elle me traite comme j'ai été traitée petite, c'est que c'est vrai. Donc, du coup, ça vient renforcer cette cuirasse musculaire et caractérielle. Et il y en a de plus en plus, parce que tout le monde prétend être thérapeute du jour au lendemain. Donc, je continue. J'avais fini la lecture. Non, j'ai pas fini. Voilà, c'est ça, j'en suis à la dernière phrase. Le travail bioénergétique permet de rétablir une souplesse physique, donc du coup le corps plus souple, donc du coup tout circule, les émotions aussi circulent. Je suis en colère, j'exprime ma colère, je la refoule pas. Je suis heureuse, j'exprime ma joie. Je suis triste, je pleure. Les Chinois, ils comparent le corps humain au cosmos, à l'univers. Et ils disent en fait, quand la circulation est rétablie, quand tout circule, on est comme la météo. La météo, elle n'est pas faite que de soleil et de ciel bleu. Parfois, il y a des orages, parfois, il y a des tempêtes. Et donc, du coup, ils comparent les émotions humaines aux émotions du ciel. Et donc, nous, on peut se permettre, parce qu'il y a aussi cette injonction dans le monde thérapeutique, pseudo-thérapeutique, parce que normalement, on nous amène à la libre expression de soi, donc on exprime tout ce qui arrive, la colère, c'est mal, donc du coup, il faut être toujours zen, souriant, des petits bouddhas ambulants, alors qu'il y a un volcan intérieur. Donc, ils ne sont pas réels. Donc, le travail bioénergétique permet de rétablir donc une souplesse physique et une aisance psychique. Ça va ensemble, en fait.
La souplesse, elle est dans les deux domaines, qui toutes deux conduisent à la dimension spirituelle, à la grâce et à l'harmonie. D'accord? Donc la dimension spirituelle, c'est pas voir des petits hommes verts, bleus, des couleurs, d'accord? Là, on est toujours dans les élucubrations mentales. Il y a énormément de pièges en fait sur le chemin du travail intérieur. Donc il faut vraiment être vigilant, et du moins après, c'est chacun avec sa voix intérieure, chacun vit ce qu'il a à vivre. Mais je vois des choses qui me laissent perplexe quand même. On peut passer à la suivante, je ne sais pas ce que c'est, ça va être la surprise. Ah! Donc, la bioénergétique américaine, avec William Reich et Alexander Lowen, nous ont dit ce que Lao Tse, je vous présente le grand maître Lao Tse, qui nous a dit donc il y a plus de 2500 ans, dans le Tao Te Ching, chapitre 76, « L'homme vivant est tendre et souple, mort le voici dur et rigide. » Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cette première phrase? Si on est dur et rigide, c'est qu'on est des zombies, on est à moitié mort. On n'est pas vivant et vibrant. Les plantes sont tendres et délicates, mortes les voici flétries et sèches. D'accord? D'ailleurs, ce que j'ai vu, moi, pendant ma formation sur le corps, sur moi-même et sur les personnes qui étaient avec moi, ou sur les personnes que je suis en parcours individuel, c'est que la peau, en fait, au départ, donc cette seconde nature, on la voit en fait sur la peau qui est plus dure. Les mains, j'utilise pas d'huile, j'utilise rien pour les massages, justement pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre mon énergie et l'énergie de la personne. Et durant les premières séances, c'est pas très fluide, ça accroche, j'arrive pas à bien faire les mouvements. La peau, elle a ses résistances en fait. Et il y a aussi la couleur. La couleur de la peau est grise, sombre, et plus on avance dans le travail, plus elle devient lumineuse, plus elle devient claire. Et puis la souplesse, bien sûr, de la peau, etc. Dureté et rigidité sont compagnes de la mort, tendreté, souplesse, compagnes de la vie. En fait, ce qui est magnifique dans ce texte, c'est qu'avec très peu de mots, il dit l'essentiel. On peut passer à Chuang-Tzu, je crois, voilà, c'est ça, Chuang-Tzu. Donc, quand on est conditionné, à vous de voir à qui vous ressemblez le plus. Quand on est conditionné, c'est le cheval de trait qui est écrasé avec le joug, les fardeaux, les tu dois, les tu n'es pas, le tu devrais, etc. Et quand on retrouve son corps, quand on se retrouve libéré, et vous voyez même la couleur. J'ai pas fait exprès, hein. En fait, un être qui a bien élaboré son passé, on le voit à la luminosité de ses yeux. C'est une histoire énergétique qui est très bien expliquée par les Chinois, avec le chêne justement. On voit le brillant en fait dans les yeux. Donc la première nature s'est réveillée. On appelait ça le regard bioénergétique dans le travail à Parme. La couleur de la peau qui est plus lumineuse. Et en fait, c'est ça la joie. Elle transparaît en fait à travers déjà l'apparence du corps. On n'a pas besoin de maquillage, on n'a pas besoin de mettre des apparats. Les apparats sont ce naturel-là, la joie. C'est très joli, ça. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est très joli. Et je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, j'ai fait une vidéo. Clément, je peux te demander de me donner le livre blanc, s'il te plaît, là-bas. Peut-être que vous ne l'avez pas vu. J'ai fait une vidéo en fait où j'ai fait simplement la lecture du chapitre en fait d'où est tirée ces images-là. Et quand je lisais ce livre, j'étais encore bien embourbée dans mon passé et dans ma fange. Et quand je le lisais, ça m'émouvait énormément. J'étais énormément émue parce que ça me parlait énormément de mon vécu et du vécu qu'on partage tous. Alors là, avant de lire, je vais vous faire un petit exercice pratique pour que vous soyez justement en contact avec le corps. Je vais vous demander de vous asseoir en bout de chaise. Et je vais le faire en même temps que vous. Un petit exercice, tout le monde peut le faire. Donc en bout de chaise, le regard se perd à l'horizon. Vous n'avez pas besoin de me regarder parce que je vais vous parler.
Les paupières sont légèrement baissées, mais pas fermées. On va aller prendre le contact avec la plante de notre pied, dans les chaussures, contact avec la terre. Prise de contact des cuisses ou des fesses avec la chaise. Le dos est droit mais pas rigide. Le menton est légèrement rentré vers le sternum. Et on va simplement amener l'attention aux sensations corporelles. Contact avec les pieds, contact des vêtements avec la peau. Contact avec la respiration. Je garde le contact avec l'environnement. Maintenant, je ferme les yeux. Et faire un son, vous allez l'écouter jusqu'au bout. Simplement ça. Amenez l'attention à l'écoute. Écoutez le son jusqu'à la fin. Et on revient. Je t'en prie. Là, il y a des choses qui sont en train de s'élaborer. Laisse sortir. Là, il y a un nettoyage qui est en train de se faire. Ah, t'es malade du coup, alors t'es venue avec tes microbes. T'es généreuse, tu viens partager. Mais voilà, il y a plusieurs manières de nettoyer. Ça peut s'exprimer par la toux, ça peut s'exprimer par les pleurs, ça peut s'exprimer par le rire. On expulse en fait, on met à l'extérieur. La peau, par exemple, quand il y a l'eczéma, etc., c'est des messages. C'est le corps qui donne des messages. C'est en train de s'exprimer. Le problème, c'est quand il n'y a pas de message et qu'on découvre qu'on a un cancer, qu'on a quelque chose de très grave. Là, on retient tout. Les défenses, elles sont très, très solides. Alors, je vais vous lire du coup ce passage dans votre état de présence, parce que c'est ça, hein, c'est la présence. Ramener la présence au moment présent. Et c'est que par le corps, les sensations corporelles et les sens. Donc là, je vous ai fait redécouvrir le sens de l'ouïe. Et après, on peut aussi faire avec la vue, le toucher, du moins le toucher quand on touche, ça on le fera à la fin, et les sensations du corps, etc. Et puis le goût aussi. Alors, je vous fais cette lecture et pendant que je lis, je vous invite à poser un regard méditatif sur ces deux chevaux. Dans la plaine, les chevaux broutent l'herbe et boivent de l'eau. Quand ils sont contents, ils se frottent le cou l'un contre l'autre. Quand ils sont fâchés, ils se retournent et se lancent des ruades. Ils ne savent faire que cela. C'est l'état naturel, la première nature. Liberté naturelle. Donc dans la joie. Lorsqu'on les eut subjugués par une pièce de bois et freinés par un frontal en forme de lune, les chevaux conçurent quelque chose de dissimulé et de louche.
La seconde nature, donc on nous éloigne de notre nature première, et là on devient dissimulé, c'est-à-dire qu'on continue à cacher des choses, et on devient malhonnête, louche, ok? On sort de notre voie naturelle. Ce fut alors qu'ils courbèrent le joug, la soumission, brisèrent leurs brides, prirent le mort aux dents, et se dégagèrent de leurs rêves. D'accord? Moi je vois le drame dans les établissements scolaires, où les élèves sont complètement éloignés de leurs rêves, de leur aspiration profonde. Ainsi, les chevaux devinrent rusés et méchants, tel fut le crime du célèbre écuyer Polo. Donc l'écuyer qui a dressé ses chevaux. D'accord? Et en fait, il ne faut pas en vouloir à nos parents, il ne faut pas en vouloir à l'école ou à la société. Ils ne le font pas parce qu'ils sont méchants, ils le font parce qu'ils sont inconscients. La responsabilité qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est de prendre conscience pour offrir aux générations à venir un autre destin. D'abord pour nous, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. D'abord le réaliser pour nous, pour pouvoir l'offrir aux plus jeunes et qu'il puisse y avoir un autre destin pour l'humanité et pour la planète Terre aussi. Ça ne peut passer que par là, que par la réalisation individuelle. Et donc, une indication du Zhuangzi, donc là je vous ai lu qu'un passage, c'est le chapitre 9, et tout le chapitre 9, il est sur ça, donc il parle de comment on éloigne les chevaux de leur nature première, mais il parle aussi comment on éloigne les hommes de leur nature première, et voilà, j'ai pas tout lu, j'ai lu que ce passage-là qui m'a à chaque fois bouleversée au début. Et l'indication donc sur l'éducation, c'est laisser aller à sa nature. Parce que la peur en fait qu'on a quand on est inconscient, c'est la peur de ce qu'on ne voit pas, cette énergie vitale qui est à l'intérieur de nous. Le cheval fougueux qu'on a vu tout à l'heure, c'est un pur sang arabe. Cette sauvagerie-là, la liberté naturelle, elle est vue en fait comme une sauvagerie, comme si c'était quelque chose d'incontrôlable, de dangereux, d'accord? Et donc du coup, c'est ça qu'on essaye en fait de contrôler, de canaliser, etc. Osho, il en parle très clairement et avec beaucoup de véhémence. Osho, c'est pareil, c'est un grand être réalisé qui a eu énormément de problèmes. Il a été refusé dans plein de pays. Il a été refusé partout, le pauvre, parce que l'humanité n'était pas prête à entendre son message. Et moi, je le connaissais, mais il y a pas longtemps que je l'ai redécouvert et j'ai commandé plein de livres de lui que j'ai lus parce que c'est passionnant comme il arrive à parler de manière très simple de vérités qui peuvent paraître complexes. Et donc, je crois que c'est lui qui vient derrière. C'est encore Alexander Lowen? Alors, on passe à Osho, je reviendrai à Alexander Lowen après. Oh, voilà, Alexandre. Parce que Osho, dans son livre La vie, l'amour, le rire, je t'en ai parlé, il est juste formidable. Dans son livre, en fait, et puis moi j'avais lu un livre en italien que je ne trouve pas en français, on ne trouve pas forcément les équivalents, qui est sur l'amour authentique, où il parle du même exemple avec les bœufs et les taureaux, mais par rapport à l'énergie vitale. L'énergie vitale n'est rien d'autre que l'énergie sexuelle en réalité, c'est pour ça qu'on en a aussi peur. L'énergie sexuelle, l'énergie vitale, c'est la créativité, c'est notre feu intérieur. On est dans la créativité, c'est notre feu intérieur. Et donc en la castrant, on castre notre créativité. Et donc ce que dit Osho dans ce livre, lui c'est par rapport au rire qu'il le dit dans ce livre-là, c'est par rapport au rire. Avez-vous déjà remarqué la différence qui existe entre le taureau et le bœuf? Ils étaient pareils à leur naissance. Ce que je vous disais tout à l'heure. Mais le bœuf a été castré. S'il ne l'est pas, on ne peut s'en servir comme esclave pour porter des charges, pour tirer des voitures. On ne peut atteler un taureau à une voiture car il est si puissant qu'il est impossible de le maîtriser. C'est quand on est libre et qu'on est libéré. On n'est plus manipulable et on ne peut plus être dominé. Il a une individualité propre. Le bœuf n'est qu'un très faible écho de son être véritable, il n'en est que l'ombre. Donc notre seconde nature n'est que l'ombre de notre être véritable. Si vous pouviez imaginer, sentir, avoir l'intuition de l'être suprême qui est étouffé en vous. Et c'est ça le challenge, c'est ça, c'est découvrir cet être suprême qui est en chacun de nous. Les bouddhistes parlent de la graine de la bouddhéité, qu'on a tous cette graine en nous et que
c'est à travers notre libre arbitre qu'on la fait éclore et s'épanouir ou pas. Et que, en fait, quelqu'un qui a vraiment raté sa vie, c'est celui qui n'a pas fait ce travail-là, qui est resté un bœuf toute sa vie. Ok? On revient à Alexander Lowen, mais je crois qu'il va dire ce que j'ai déjà dit. Donc la nature première de tout être humain consiste à s'ouvrir à la vie et à l'amour. On est là pour ça. On peut chercher le sens, quel sens. Moi, quand j'étais à Lyon, j'étais une intellectuelle, etc. Et je trouvais plus de sens à rien. J'étais en psychanalyse et je me masturbais l'esprit. Mais quel sens? Plus rien n'a de sens. Quel sens? Quel sens? Le sens, il est là. S'ouvrir à l'amour et à la vie, tout simplement. Comme une fleur, comme un pommier, comme n'importe quel être vivant sur cette planète. Il n'y a que l'être humain, parce qu'on est doté d'un mental, qu'on est à côté de la plaque. Mais ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin. Il n'y a rien qui est erroné. Ça fait partie du chemin. On a eu besoin de se perdre pour pouvoir se retrouver. Et après, on découvre que c'est un jeu. Dans notre culture, être sur ses gardes, cuirassé, méfiant et renfermé est une seconde nature. C'est pas réel, c'est pas nous. On n'a aucun besoin d'être méfiant. On n'a aucun besoin d'être cuirassé. Petit, on a vécu des catastrophes. Mais adulte, il n'y a plus ce genre de catastrophe. On a juste à s'ouvrir et à vivre à la vie. Mais ça fait peur, parce que c'est de l'inconnu. Ce sont les moyens qu'on adopte pour se protéger de la souffrance, mais lorsque ces attitudes deviennent caractérologiques ou se structurent dans la personnalité, elles constituent une blessure plus grave et créent une infirmité plus grande, plus importante que celle dont on souffrait à l'origine. En fait, on se trahit. C'est une trahison par rapport à qui on est vraiment. Et quand on découvre, quand on prend conscience de combien on s'est manqué de respect, de combien on s'est trahi, là, le cœur s'ouvre et on entre dans une compassion envers soi-même. Il n'y a que qu'en embrassant cette réalité-là, qu'en découvrant combien on a trahi notre nature, et donc du coup on rencontre notre nature, qu'on peut être dans la compassion par rapport aux autres. Sinon, on est dans la seconde nature, et la seconde nature, c'est l'égoïsme et l'individualisme. Même si avec les mots, on dit bisous, bisous, je t'aime, je suis altruiste, je veux sauver le monde, je veux sauver la planète. C'est que du blabla. Et c'est ça aussi qui m'a complètement bouleversée quand j'ai rencontré Pinault, puisque je venais justement d'expériences de militantisme, où je cherchais justement à aider les autres, la planète, etc. J'ai découvert un être qui, chaque mot qu'il prononçait, tout ce qu'il disait, il le mettait en acte. Et parfois, il ne disait pas par rapport à comment il m'a aidé, parfois il ne disait aucun mot, mais il agissait. Et c'était une action qui venait du cœur, qui venait du profond, qui venait de l'âme. Il n'attendait rien en retour, c'est l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, il n'est pas réservé qu'à des êtres très éloignés, qui sont inatteignables, etc. Parce que j'ai entendu des personnes dire... Et en pensant montrer que il était modeste, que lui, il était modeste. Oui, c'est de la modestie, c'est pas de l'humilité. En disant que c'était quand j'étais au Tibet, en Chine et au Tibet, on avait rencontré le bras droit du Dalai Lama, qui nous a fait une conférence, qui nous a fait une méditation, etc., et qui nous a parlé justement de l'amour conditionné et de l'amour inconditionnel. Il avait fait sa conférence en anglais, et la personne après dans le bus, la personne qui parlait bien anglais nous a traduit en français. Et donc, en traduisant cette conférence, il dit « Oui, mais en même temps, c'est lui, l'amour inconditionnel, nous, on peut juste y aspirer, mais y arriver. » Je veux dire, c'est pas la peine, il disait « C'est pas la peine de... ça appartient qu'à des grands. » Et là, je suis intervenue et je lui dis « Mais pourquoi ? Pourquoi fermer la porte et pas se dire « J'essaye, je tente ?» Parce qu'il n'y a rien qui est réservé qu'à des grands êtres. On a tous la même graine. Après, est-ce qu'on est prêt aujourd'hui ou pas? C'est là la question. Mais s'il y a cette petite voix, s'il y a cette vibration, il faut y aller, il faut la suivre. Parce que c'est possible. Je suis la preuve vivante que c'est possible. Quand je suis arrivée, quand je vous parlais du coup de ces blocages, etc., quand je suis arrivée à Parme, j'ai commencé ce premier travail, du moins que j'ai commencé ce travail corporel, je me souviens, j'ai pris conscience que j'avais pas du tout confiance en moi, j'avais une estime dans les chaussettes, j'étais vraiment, et je le disais verbalement, je me dénigrais, donc verbalement je l'exprimais, mais j'avais pas du tout vu que mon corps l'exprimait aussi. Et en fait, j'ai découvert que j'étais comme ça.
Quand je marchais la tête baissée. Le bœuf, j'étais le bœuf et le cheval de trait, parce que j'avais des j'ai eu un passé très très lourd et très douloureux. Et donc du coup, en faisant ce travail, j'ai commencé à m'ouvrir, à beaucoup pleurer, parce qu'il y avait beaucoup de choses à évacuer, à faire sortir. Et petit à petit, mon corps a repris cette verticalité, cette posture, cette ouverture. Et là, j'ai commencé aussi à savourer la joie. Parce qu'en mettant cette cuirasse musculaire, c'est ce que dit Alexander Lowen, hein, en mettant cette cuirasse musculaire et caractérielle, on se défend. En fait, on peut être que reconnaissant à cette cuirasse, parce qu'elle nous a permis de ne pas devenir psychotique. Elle nous a permis en fait d'être de simples jolis petits névrosés. Elle nous a protégés en fait. Elle nous a protégés. Mais par contre, on n'en a plus besoin aujourd'hui. C'est comme le chevalier qui va guerroyer. Le chevalier qui va en guerre, il met son armure, mais quand il rentre chez lui, quand il a fini sa guerre, il l'enlève, son armure. Alors que nous, on ne l'enlève pas, même quand on dort. Le grincement de la mâchoire, qu'on se réveille, qu'on a des douleurs un peu partout. La cuirasse, elle continue à nous protéger alors qu'on n'a plus besoin d'être protégé. Et donc le travail, moi, que j'ai fait avec Pinault, et qu'il expliquait très bien, c'est en fait d'une manière simultanée. D'une part, on assouplit cette carapace, cette cuirasse, mais comme elle nous a protégés, on ne peut pas l'enlever tout de suite. On pourrait devenir fou hein, si on enlève trop vite les tensions. Donc on l'enlève de manière progressive, et à la fois, c'est la cultivation du chêne, le travail en fait de son authenticité intérieure, sa force intérieure, de découvrir en fait sa nature première. Et donc du coup, quand on fait émerger qui on est vraiment, on peut abandonner. Il n'y a qu'en trouvant son centre, il n'y a qu'en trouvant en fait son noyau intérieur qu'on peut avoir le courage et la force de lâcher cette cuirasse musculaire à laquelle on s'est agrippé. Parce qu'elle nous a permis de nous sauver quand même. D'accord? Donc du coup, c'est un travail, en fait, ça nous enseigne le respect de cette seconde nature. Cette seconde nature qu'on peut appeler le soi inférieur ou l'ego. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à l'accepter parce que en fait, c'est une partie. En fait, on est structuré, on a un masque, le masque social, ce qu'on a envie de montrer aux autres, sourire même si on n'a pas envie de sourire. D'ailleurs, dans le biomassage énergétique, il y a 2 points qu'on travaille justement pour détendre ce sourire social. On crée des tensions ici. Donc ça, c'est les masques, les rôles en fait, auxquels on s'identifie complètement. Et ces masques-là, en fait, on les met en place pour cacher au monde notre soi inférieur. C'est-à-dire toutes nos réactions, tout ce qu'on a mis en place par rapport aux claques qu'on a reçues petits en fait, et qui nous ont semblé petits, inacceptables. Tout ce qui est ressentiment, colère, rancœur, jalousie, envie, etc. Et en fait, tout ce monde-là, toute cette partie-là, on l'a refoulé, et tout le travail intérieur va le faire émerger pour qu'on le voie. Pas pour qu'on dise « Ah, caca, boudin, j'en veux pas, je suis pas ça, moi je suis cool, je suis détendue. » Oui, c'est ça. Je suis détendue, etc. Alors que le paradoxe, en fait, c'est qu'en reconnaissant, en accueillant, en aimant ce soi inférieur, cet ego, c'est voir un petit bambin blessé, un petit bambin capricieux aussi, un petit bambin qui est pénible parfois, etc. Et c'est l'accueillir. Si on avait un petit bambin devant nous qui réclamait consolation, d'être rassuré, etc., en faisant le pitre, hein, un enfant qui n'a pas les attentions dont il a besoin, etc., il est pénible. Cet enfant-là, on serait sympa avec lui, alors qu'on est des véritables tyrans avec cette partie-là en nous. Et le paradoxe, c'est que pour plonger dans le monde de l'être, dans la dimension de l'être, ce qui est la dimension du cœur, il n'y a qu'en traversant Dante, il l'a très bien décrit dans la comédie, comment on dit, la comédie divine, la divine comédie, l'enfer, la traversée de l'enfer, avec son guide Virgile. Il n'y a qu'en traversant notre enfer intérieur, et en l'accueillant et en l'aimant, etc., qu'on peut découvrir la lumière de notre être. On peut pas bypasser, je ne sais pas comment on dit en français. On peut pas court-circuiter, voilà, merci. On ne peut pas court-circuiter. Et moi, je sais que en fait, la grosse difficulté que j'avais, et le travail que je faisais à Pinault, lui, il voyait tout.
il voyait ce que j'avais pas du tout vu en psychanalyse, il voyait des choses, par exemple, il a vu que j'étais susceptible. Moi, je savais pas que j'étais susceptible. Et donc, du coup, il faisait des choses pour que je, que je montre cet aspect-là. Et que du coup, il puisse me faire miroir pour que je puisse le voir et l'accepter et voir d'où ça vient, etc. Et il l'a fait avec plein d'aspects. En fait, c'est comme s'il voyait, c'est comme si j'étais transparente et il voyait tous ces aspects du soi inférieur et il me faisait miroir. Il faisait carrément des psychodrames, hein. Il faisait participer ses collaborateurs, il faisait aussi des choses avec les autres élèves, etc. Et il me mettait tout ça. Et c'était super laborieux, c'était super difficile parce que ce sont des choses qu'on n'a pas envie de voir. Parce que ça met en péril l'image qu'on s'est construite de nous. Sauf que cette image, elle n'est pas réelle. Et elle nous éloigne en plus de qui on est. Et donc, la plus grosse difficulté que j'ai eue, moi, c'est vraiment de dire, c'est pas grave. Je suis susceptible, bah, je peux en rire. Et puis comprendre pourquoi je le suis, etc. Et comment ça m'a protégée, etc. Il n'y a qu'avec cette bienveillance-là envers soi-même qu'on peut avoir un chemin pas trop ardu. Parce que les résistances, elles sont très fortes. On va avancer, je ne sais pas ce qui vient derrière, j'ai perdu complètement le fil. Ah, voilà. Sur l'affiche, je vous ai mis L'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Alors moi, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais je ne vais pas faire de cours d'histoire, je ne vais pas faire de cours d'art, je ne vais pas faire des cours académiques universitaires. Depuis que j'ai découvert cette dimension-là, je peux juste plus, j'ai jamais réussi à faire de cours académiques, mais je suis dans le mental intuitif. Donc du coup, en fait, voilà, je danse avec ce qui vient, d'accord, c'est intuitif. Et donc, cet homme de Vitruve, je vais pas vous faire une explication, vous le trouvez dans les livres, il y a des grands spécialistes, etc., qui le feront beaucoup mieux que moi, mais je vais simplement partager avec vous, en fait, mon expérience personnelle. Au bout de quelques années de travail avec le biomassage énergétique, donc j'étais à Parme, en groupe, hein, pas en individuel, mais en groupe avec ma formation. Et il y a eu un moment, mon corps donc pendant que je recevais le massage, mon corps a commencé du moins mes bras ont commencé à s'ouvrir et il y avait cette ouverture dans tous les angles. Vous voyez, horizontale, vers l'arrière, exactement comme lui. Et les jambes, pareil. En fait, ça s'est libéré au niveau des articulations des bras, au niveau des articulations des hanches. Et là, j'ai senti mon corps libéré. Tout était libre et tout circulait. D'accord? Après, j'ai senti d'autres choses que je ne vais pas vous dire, mais c'est juste par rapport à ça. Et en fait, je ne connaissais pas trop. Je le connaissais de loin, etc. Je l'avais vu, mais je ne m'étais jamais arrêtée sur cet homme de Vitruve. Et quand je suis venue à Saint-Julien-en-Genevois, donc quand j'ai loué mon cabinet que j'occupe plus, que je vais peut-être réoccuper, mais il y avait dans le cabinet, en fait, un énorme tableau de l'homme de Vitruve. Et là, je me suis dit, punaise, c'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu avec le biomassage énergétique quand j'ai senti mon corps se libérer, etc. Et ensuite, je me suis intéressée un petit peu plus. Et il y a Pier Giorgio Caselli, un maître que je suis à Rome, de la Scuola non Scuola, qui a fait une vidéo où il explique, il dit beaucoup de choses qui le concernent lui, de ses interprétations, etc. Moi, je vais simplement vous partager ce que ça m'a apporté à moi, en fait, ce que j'ai vécu. Donc, donc, Léonard de Vinci, c'était la Renaissance. Et il ne pouvait pas dire clairement, ouvertement, ce qu'il avait découvert, parce qu'il aurait fini sur un bûcher. D'accord? C'était l'Inquisition, etc. Aujourd'hui, en France, en tout cas, on peut s'exprimer librement, plus ou moins. Donc, du coup, on est en train de redécouvrir, en fait, les messages que Léonard de Vinci nous a envoyés. Après, avant de se quitter, on verra un autre message aussi avec la Joconde. Alors, je ne sais pas pourquoi il a fait un rectangle, un carré et un cercle, s'il avait la connaissance de la symbolique chinoise. Mais pour les Chinois, le carré, c'est le symbole de la terre et le cercle, c'est le symbole du ciel. D'accord? Et je crois que les Égyptiens, c'est pareil, il me semble, mais je n'ai pas vérifié. Et donc là, cet homme de Vitruve, il est en contact et avec le carré et avec le cercle. D'accord? Que ce soit avec les pieds ou avec les jambes. Et le travail énergétique chinois, les taoïstes, disent que l'être réel, l'être réalisé, c'est celui qui est ancré dans la terre
et on peut être ancré dans la terre que grâce au corps, qu'en étant ancré dans le corps, et qui est connecté au ciel. D'accord? Donc la tête, en fait, le ciel, la créativité, les intuitions, et les apporter dans la réalité, et pas être dans des élucubrations. Et donc c'est ça, l'homme réalisé, l'homme équilibré. Et donc du coup, là, on a la représentation de l'être réalisé, avec un cœur, un corps libéré, un corps ouvert. Et donc, qu'est-ce que j'ai mis, moi? Un corps libéré est un corps ancré et ouvert. Il est ancré dans la réalité, il n'est pas déconnecté de la réalité. C'est aussi un corps nu. Donc la nudité, c'est pas montrer ses attributs, c'est pas des nudistes, c'est la symbolique. Si je peux me montrer nu, comme je suis en train de le faire ce soir, c'est que j'ai plus rien à cacher. J'ai plus cette seconde nature à cacher. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon on met le masque parce qu'on a honte de cette seconde nature. Et donc on met un masque et on se balade et on se relationne, on est en relation de masque à masque. On fait l'amour de masque à masque. On se marie de masque à masque. Mais on n'est jamais en contact d'être authentique à être authentique. Et tout le travail en fait, de la réalisation de soi, c'est se mettre à nu. Jusqu'à toucher sa vulnérabilité, être vulnérable et avoir le courage, puisque du coup on est en contact avec qui on est vraiment, de se montrer tel qu'on est. Et donc il a accueilli, donc un être réalisé a accueilli toutes les parties de son être et les a unifiées pour former une unité. Donc c'est plus déconnecté corps, mental, cœur, émotion, tout est fragmenté, tout est fractionné, mais on est un tout, on est une unité. Il n'a plus rien à cacher et peut se montrer tel qu'il est. C'est l'être authentique, l'être réel. En chinois, le Zhenren, l'être authentique, l'être qui est aligné, qui est réalisé. Je crois qu'on passe à la joie et au rire. On est vers la fin. Voilà. Donc d'abord, avant de parler du rire, on va rire. Il y a une histoire sur Lao Tse qui dit que Lao Tse, donc ce grand maître, était en train d'expliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'importance de la souplesse dans les arts martiaux. Et il y avait un autre grand maître qui était à côté, un homme d'armes, qui n'était pas d'accord avec lui et qui lui a dit « Je suis pas d'accord avec toi, c'est la dureté pour pouvoir vaincre, il n'y a que la dureté qui peut l'emporter et pas la tendreté et la souplesse. » Et là, Lao Tse, en fait, les grands sages, les grands maîtres, ils utilisent l'humour, la simplicité, la légèreté pour transmettre des vérités essentielles. Et donc, Lao Tse lui dit, « D'accord, mon cher ami, dis-moi, dans ton corps, qu'est-ce qui est le plus dur? Qu'est-ce qui est le plus rigide selon toi ?» Donc lui, il est un peu surpris de cette question. Il réfléchit un peu, il lui dit « Les dents. » Oui, très bien. Et qu'est-ce qui est le plus souple selon toi dans ton corps? Donc là, il réfléchit un peu. Qu'est-ce qui est le plus souple? La langue. Il lui dit, tu peux ouvrir la bouche, s'il te plaît? Je vois que tu n'as presque plus de dents et ta langue est toujours là. Et donc, du coup, c'est par rapport, et donc là, il a compris, ce grand maître d'armes, que la souplesse était importante pour la souplesse dans la force, en fait, pour avoir la force. Et il y avait un médecin à l'école de Parme, tu l'as connu, hein, Mori, Pietro Mori, tu l'as connu. Parce que Rémi, il a fait la formation, il a connu Pino Ferroni, et il est parti d'ailleurs le week-end où tu étais à Parme, toi. Il a fait les 3 ans de la naturopathie humaniste à Parme. Et Pietro Mori, donc c'était un médecin en fait qui était dans cette école, un médecin traditionnel, classique, médecin occidental, mais à la fois il avait fait la formation aussi avec Pino, et c'était un médecin aussi intégratif, alternatif, je ne sais pas comment on dit en français. Et il disait très souvent, quand une cellule rit, parce qu'il nous faisait beaucoup de cours sur les cellules, il mettait une tête comme ça, quand une cellule rit, toutes les autres cellules rient avec elle. Et donc, du coup, en fait, ça m'a fait penser à Pino qui nous disait, donc tout le travail qu'on a fait, nous, c'est purifier le cœur de toutes les émotions
qui viennent en fait l'engorger et comment on dit, le bloquer. Et donc du coup, on ne peut pas recevoir les esprits Shen, disent les Chinois, qui viennent du ciel, qui seraient en fait les idées créatives, la chaleur aussi de l'amour, etc. Et donc du coup, tout le travail, c'est vider ce cœur du passé pour pouvoir recevoir. Parce que s'il est plein, c'est comme une tasse. Si elle est pleine, on ne peut pas mettre autre chose dedans. Et donc, il nous disait, le cœur, c'est l'empereur. Dans le corps chinois, le cœur, c'est l'empereur, c'est le seigneur. Et il disait, au lieu de transiter à vouloir s'occuper d'une manière sectaire d'une partie ou d'une autre du corps, soignons l'empereur, et si l'empereur va bien, il va s'occuper de son peuple, parce que le corps est vu comme un peuple pour les Chinois, et le peuple ira bien. D'accord? Et donc, du coup, quand une cellule rit, donc quand une cellule est purifiée, qu'elle est dans la joie, elle la communique à tous les autres. Et ça m'a fait penser à un maître en fait qui est, d'ailleurs il y a le Bouddha rieur chez les Chinois. Dans la tradition zen, il y a un professeur qui s'est réalisé, qui a connu l'illumination. Et quand on découvre la vérité, on éclate de rire. Sauf que ce Bouddha-là, il a éclaté de rire et il ne s'est plus jamais arrêté. Et en fait, sa mission de vie, ça a été de voyager de village en village et de rire. Et en riant, simplement, sans aucune parole, sans aucune explication, sans aucun enseignement, juste avec son rire qui venait de sa nature première, il a permis à plein d'autres de se réaliser. Parce qu'ils riaient, en fait, ils étaient contaminés par son rire. Et c'est pas un rire qui vient de la seconde nature, hein, parce que ça n'a rien à voir. Le rire de l'ego, ça n'a rien à voir. Tout ce qui vient de la seconde nature n'a rien à voir avec ce qui vient de la nature première. Ce qui vient de la nature première, c'est pur. D'accord? Et donc, du coup, c'est puissant. Ce qui vient de la seconde nature, c'est humain. C'est transformé, c'est pas puissant du tout. Et donc, eau chaude, toujours dans la vie, je vous invite à le lire, il est magnifique, hein, dans la vie, l'amour et le rire, qui dit, toujours dans le chapitre par rapport au taureau et au bœuf, enlever le rire à l'homme, c'est le castrer spirituellement. Spirituellement, je l'ai bien écrit ou oui. Enlever le rire à l'homme, c'est le castrer spirituellement. Et c'est ce qu'on fait à l'école, c'est ce qu'on fait dans l'éducation, il ne faut pas rire, etc. Il faut être sérieux. Moi, je me souviens, tout au début, vraiment, j'étais toute jeunette, j'étais surveillante dans un collège ou dans un lycée, je ne me souviens plus, et j'avais été choquée des élèves qui riaient, qui se promenaient dans le couloir, et on leur demandait de ne pas rire. Et donc, qu'est-ce qu'il enregistre, l'élève? Qu'il ne faut pas être joyeux. Parce que quel mal y a-t-il à rire? D'accord? Et il y a aussi, par exemple, dans la culture arabe, ma mère, et pas seulement ma mère, les femmes de mon village, etc. Et moi, elles me disaient, il ne faut pas rire sur les photos. Il ne faut même pas sourire sur les photos. C'était mal de rire ou de sourire. C'était malvenu. Ce sont des coutumes, en fait. Ce sont des traditions. Mais n'empêche que c'est comme ça qu'on transmet les conditionnements. Qu'est-ce qu'il y a, Rémi? Bah, j'espère qu'il y a des belles émotions. Après, vous pouvez être bousculé, vous pouvez être aussi chahuté. Hein. Je ne suis pas là pour caresser dans le bon sens du poil. Ouais, mais dire aux élèves qui n'ont pas le droit de rire, c'est pas vrai. C'est très bien quand on rencontre des élèves qui rient, on n'est pas là à leur dire arrêtez de rire, c'est mal de rire. Moi, je te dis de mon expérience, de ce que j'ai vu. Tu as enseigné, oui, ce que c'est. Et oui. Et quand tes élèves riaient. Oui, mais moi, justement, j'avais conscience des conditionnements, etc. Et quand mes élèves rient, je leur dis pas d'arrêter de rire. Oui, mais j'ai pas dit Régine. Oui, mais il y a un règlement, il y a un règlement. Non, il n'y a pas de règlement qui interdit aux élèves. Bien sûr, sur le rire, mais il y a un conditionnement. À l'école, il faut encore il n'y a pas longtemps, j'ai entendu dire on n'est pas en colonie. Et ça, je l'entendais beaucoup aussi quand j'étais. On n'est pas en colonie. Là, c'est aujourd'hui, c'est la semaine dernière où je l'ai entendu. On n'est pas en colonie. Bien sûr, ça évolue, heureusement. Bien sûr que ça évolue. Mais n'empêche que l'école est un grand véhicule de conditionnement. Ça, tu ne peux pas le nier. L'école est un grand véhicule de conditionnement. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. On en discutera après. Je voudrais juste finir.
Je voudrais juste... Là, c'est une réaction. Soi-même à l'école. Certes, mais la réalité, elle est là. On est encore dans le conditionnement. L'école, elle n'a pas beaucoup évolué. Heureusement, elle est en train d'évoluer, mais on va pas ouvrir le débat là-dessus tout de suite. On en parlera peut-être après. La question, elle viendra après. On va à la suivante. Ah, excellent. Je l'avais remis à l'endroit, mais il s'est remis à l'envers. Donc, c'est très bien qu'il reste à l'envers. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que la joie qu'on touche avec la découverte de qui on est vraiment, la joie de l'être authentique qu'on est, elle a été représentée donc par le Bouddha. Il y a très peu de Bouddhas en fait qu'on trouve avec ce sourire-là. C'est le sourire méditatif. Donc tout à l'heure, vous avez vu le sourire le sourire joyeux de l'enfant et de la femme édentée, d'accord ? De cette légèreté qu'on touche quand on touche le monde de l'être. C'est automatique. Tous les grands maîtres, on les reconnaît à ça. Ils sont simples et légers. Ils ne sont pas sérieux, justement. Alors qu'ils parlent de quelque chose qu'ils prennent très à cœur, ils ont touché à l'essentiel. Mais par contre, ils ne sont pas du tout dans le sérieux, ils ne se prennent pas au sérieux. D'accord ? Et donc, ce sourire-là que j'ai appelé, moi, quand je l'ai touché par mon expérience méditative, par le travail que j'ai fait, le nom qui est venu, j'en avais jamais entendu parler, ça a été le sourire intime. Parce qu'en fait, j'ai senti que c'était quelque chose qui appartenait à une partie profonde en moi. C'était pas quelque chose de superficiel, d'extérieur. Et donc, sourire intime, parce que ça ne dépend de rien à l'extérieur. Je ne souris pas et je ne suis pas joyeuse parce que j'ai quelque chose qui m'arrive de l'extérieur. Je souris et je sens cette joie parce que ça appartient à la dimension profonde de l'être. D'accord ? C'est une joie, en fait, c'est notre nature profonde. Et on la retrouve donc dans certaines représentations du Bouddha, pas tous, et je pense qu'en fait, les personnes qui dessinent ce sourire-là, ils l'ont touché, ils l'ont connu. Et comme par hasard, on le retrouve dans la Joconde de Léonard de Vinci. D'accord ? Il a fait parler beaucoup de lui, ce tableau, à tort et à travers, avec toujours le mental rationnel, limité, etc. Mais en tout cas, voilà, ce sourire-là, le sourire méditatif, on le touche très rapidement. Moi, j'ai eu des personnes qui font le Qigong avec moi, etc. Et je le vois. Et là, je vois schlin, ça fait schlin. Ils ont touché quelque chose. Et donc, qu'est-ce que j'ai mis ? Le sourire méditatif de la joie intime. Et je crois qu'après, qu'est-ce que j'ai mis ? Il n'y a plus rien ? Ah si, bien sûr, on finit en beauté. Donc là, les maîtres, mon maître, donc Pino Ferroni, qui était dans cette joie, je n'arrivais pas à lui donner un âge. Je l'ai connu, il avait 71 ans, je crois. J'avais l'impression parfois qu'il avait 3 ans, qu'il avait 4 ans, c'était un enfant. Lao Tse, d'ailleurs, on l'appelle le vieil enfant. En fait, quand on accède à cet état de réalisation, on est à la fois plein de sagesse, parce qu'on a une connaissance infinie, ça n'a rien à voir avec le savoir intellectuel, et à la fois on a touché cette légèreté de l'enfant qui n'a plus rien à prouver, qui n'a plus rien à démontrer, etc., qui est naturel, libre, spontané, voilà le terme, spontané. Et donc là, il avait mis un t-shirt parce que le Qigong qu'il nous a enseigné s'appelle le Qigong des dragons et des dévas. Et là, on lui avait offert peut-être ce t-shirt dragon. Et il était en train de faire son cours avec son t-shirt des dragons. Et à côté, on a Alexander Lowen, donc qui a fait tout ce travail sur le corps. Je ne sais pas si c'est un grand maître, Alexander Lowen. À la fin de sa vie, il a dit quand même, j'ai oublié l'esprit, donc je vais aller faire un petit tour en Asie. Je crois qu'il allait en Chine, parce que les exercices qu'il propose ressemblent beaucoup aux exercices des taoïstes. Et il est parti en Chine chercher son esprit, faire un travail supplémentaire pour compléter en fait son travail intérieur. Et c'est là où il a écrit La spiritualité du corps. Et donc, ce qui m'a amusée, c'est que quand j'ai choisi le titre de cette conférence, j'ai dit « Retrouver son corps, retrouver sa joie ». Et je me suis rappelé que Pino Ferroni a écrit un livre qui s'appelle « Le corps retrouvé » et que Alexander Lowen a écrit un livre en français, en italien ça a un autre nom, un autre titre, « La joie retrouvée ». Et moi j'ai traduit le livre que j'ai pas publié encore, le livre de Pino Ferroni, la dernière édition de son livre « Le corps retrouvé ». Et quand j'ai traduit donc cette dernière édition, moi j'avais envie de l'appeler « L'âme retrouvée ».
Quand on retrouve le corps, on retrouve son âme et ensuite on rencontre l'esprit.